Juliette, à Iseux, et même à Yvonne de Gallet dans le Grand Môle, n'est-ce pas? Toutes les images de l'amour dans la littérature. Alors pas Madame Bovary dont vous parlez, bien entendu, mais justement vous avez une très jolie phrase pour vous féliciter que ni Isolde, ni Juliette ne soient devenues des Bovary. Heureusement, elles sont mortes avant. Donc, Dulcinée, est-ce que c'est pas au-delà de la dénégation, qu'elle illustre parfaitement, bien entendu, puisque c'est probablement une paysanne, une villageoise, peut-être malodorante et moustachue, mais il en fait une créature de rêve. Est-ce que, au-delà de la dénégation, elle n'appartient pas à la figure féminine romanesque par excellence? Oui, alors vous dites qu'il ne l'a jamais vue, si, elle existe. Elle existe, justement, elle sent mauvais, elle sent l'ail, elle est moustachue, elle est moche, elle est bête, elle est sotte, etc., etc. Et il la transfigure en Dulcinée. Alors évidemment, de la même manière qu'il transforme les moulins en géants, eh bien, il transforme cette femme qui existe réellement, concrètement, qui est une paysanne de son village, il la transforme en Dulcinée. Alors évidemment, c'est le contraire. Elle est aux antipodes de ce qu'elle est véritablement, donc elle sent bon, elle est parfumée, elle est belle, elle est blonde, elle a la peau blanche, elle a les yeux clairs, elle est fantastique, et c'est la femme de ses pensées, parce qu'il faut évidemment la femme de ses pensées quand on est un chevalier, tout comme il faut un servant. Et son servant, c'est Sancho Panza, même si Sancho Panza est d'une certaine manière ridicule. Si Panza, c'est la panse, c'est le ventre, d'ailleurs, il est pensu réellement. Et de fait, ce sont des personnages qui sont devenus des figures. Une Rocinante, c'est effectivement un mauvais cheval et flanqué. Et je dis, c'est drôle, parce que Rocinante, tout le monde pense que c'est une jument, c'est un cheval, c'est un mâle, Rocinante. Donc, effectivement, il y a Dulcinée, il y a Rocinante, il y a Don Quichotte, Sancho Panza, et ça fait pas mal de personnages. Maritorne, ça vient aussi de là, et qui sont des figures romanesques qui sont devenues des substantifs que nous utilisons au quotidien sans trop savoir ce qu'ils signifient a priori. Alors oui, Jean-Marie, vous avez bien raison de penser la question de l'amour en regard de ces figures-là. Et de fait, j'émets l'hypothèse que si le roi Marc avait pardonné et que Tristan avait pu épouser Isolde, eh bien, ils auraient vécu de longues années ensemble, qu'elle aurait vieilli, qu'elle aurait eu des vergetures, beaucoup d'enfants, et qu'elle aurait eu un dentier un jour, qu'elle aurait pris du ventre, que ses seins auraient tombé, Isolde, et que probablement Tristan l'aurait trompée avec Madame Bovary, parce que elle aussi se serait ennuyé de Charles, qui lui aussi aurait perdu des dents, pris du ventre, perdu des cheveux, etc., etc. Et c'est la même chose à chaque fois qu'on a des histoires d'amour. De fait, heureusement que la mort est là. Parce que si la mort n'était pas là, l'amour disparaîtrait, il se diluerait dans la vie quotidienne. C'est le cas, vous savez bien. Et donc, penser l'amour, ça suppose la mort, si on veut penser l'amour éternel. Parce que quand l'amour a les moyens de se réaliser, il se réalise, mais il s'épuise, il se fatigue, il se fossilise, il se cristallise dans la vie quotidienne, et quand on n'a plus à désirer, quand on n'a plus à attendre, quand on n'a plus à surprendre, quand on n'a plus à être merveilleux, quand on n'a plus rien de mystérieux, que tout a été découvert, et y compris les odeurs des pieds et les chasses d'eau des toilettes qu'on tire ensemble, effectivement, quand le mystère a vraiment disparu, eh bien, l'amour disparaît au profit d'autre chose. Tendresse, une affection, une amitié, une proximité, un lien. Mais certains éthologues, d'ailleurs, que vous n'aimez pas, Jean-Marie, je ne parle pas des éthologues nommément, mais je veux dire de ces gens qui ont tiré la leçon de Darwin. Quand Darwin écrit L'origine des espèces en 1859, à mon avis, il fait une révolution aussi considérable qu'est l'apparition de Jésus dans l'histoire. C'est vraiment la première fois qu'on nous dit non, les hommes ne sont pas un produit de la création avec une âme immatérielle, mais nous sommes le produit de l'évolution d'un certain type de singe. Donc il faut composer. Des têtards, nous sommes des têtards. Nous sommes restés partiellement des têtards. Je ne dirais pas que nous sommes des têtards, mais il y a du têtard en nous. Ça me paraît évident. Et notamment en matière d'amour. Nous sommes des têtards et nous voulons la reproduction. Et quand j'ai lu Schopenhauer, j'avais 17-18 ans, je me suis dit, il exagère, et plus le temps passe, plus je me dis, qu'est-ce qu'il avait raison. Quand Schopenhauer nous dit, mais il n'y a pas d'amour, c'est une ruse de la nature pour nous faire copuler, fabriquer des enfants, et faire de telle sorte que nous, figures de l'individualité, fiction pure de l'individualité, nous fassions ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire faire des enfants, à savoir propager l'espèce. On est là sur Terre pour copuler, faire des enfants et disparaître.
Et les enfants qu'on aura faits sont là pour la même chose. Et l'espèce dure. Les individus sont sacrifiés à l'espèce. La mortalité de l'individu est nécessaire pour l'immortalité de l'espèce. Et quand Schopenhauer dit ça, dans Métaphysique de l'amour, texte terrible, qui est un fragment une partie de Le monde comme volonté comme représentation, je me suis dit, qu'est-ce que c'est terrible, cette vision du monde qui est pessimiste. Et en fait, non, c'est pas pessimiste. On le voit tous les jours. Qui n'a pas fait d'enfant volontairement parmi vous? Voilà. Très peu de gens n'ont pas procréé. Et on voit aujourd'hui des homosexuels qui, la nature ne leur permettant pas de procréer, voudraient que la culture le leur permette. Donc ce désir aussi de faire des enfants avec des procréations médicalement assistées, on voit bien qu'effectivement il y a au cœur de nous quelque chose qui relève de l'animalité et qui nous fait vouloir ce dont nous ne sommes pas conscients. On croit qu'on aime, et on aime probablement, mais on fait un jour des enfants qui, etc., etc., etc. Et de fait, dans Don Quichotte, quand il, lui, est amoureux de cette, j'allais dire de Rocinante, mais non, faut pas exagérer, de Dulcinée, mais il y a des zoophiles, hein, ça existe aussi, mais de Dulcinée, il joue effectivement la carte idéale, puisque cette femme n'existe pas. Les femmes qui n'existent pas, on peut les aimer toute sa vie. Et par définition, elles ne nous donneront jamais tort, puisqu'elles sont des fictions. Donc c'est aussi pour ça, l'amour peut durer longtemps, si on est dans la dénégation, si on est dans la fiction, si on est dans la réécriture de l'autre. Et souvent, on le dit, hein, l'amour rend aveugle. Et moi, j'ai eu des amies comme ça qui étaient très amoureuses, notamment, je pense à une amie d'un type très petit, très moche, très laid, très con, très bête. Il n'avait rien pour lui, suffisant, arrogant, prétentieux, et le trouvait fantastique, merveilleux, formidable, génial. Il partait en vacances au Maroc 3 jours avant, il se mettait à l'arabe et il parlait l'arabe littéraire couramment. Enfin, c'était le prototype de l'aveuglement. Et puis un jour, il a fait ce que font toujours les hommes, c'est-à-dire qu'à une quarantaine d'années, il préférait avoir 2 femmes de 20 plutôt qu'une de 40, et il a quitté sa femme, qui d'un seul coup, non, plaisanterie, je généralise pas, et d'un seul coup, elle a vu que son mari était ce qu'il était, petit, moche, etc., je reprends, etc. Simplement parce que l'amour a besoin, effectivement, de créer une fiction plus facile à aimer que la réalité. Et il y a dans l'amour une part considérable de dénégation. Il faut la dénégation pour pouvoir aimer. Et puis il y a un moment donné où effectivement l'autre nous aide à faire tomber les écailles des yeux et où on découvre que celui qu'on aime n'est plus une fiction, mais une réalité, qui sent mauvais, qui sent des pieds, qui a des, enfin, etc. Mais on en est tous là, hein. Je veux dire, qui ronfle, qui fait du bruit en dormant, qui, etc., etc. Donc Dulcinée, il l'aimera toujours, Don Quichotte, puisque c'est une fiction. Et cette fiction-là, évidemment, elle est susceptible d'être aimée longtemps. Mais vous avez raison, toutes les grandes figures de l'amour sont des figures qui, pour pouvoir être édurées, ont besoin de mourir à un moment donné. Alors, l'autre personnage emblématique du livre, vous m'avez tendu une perche tout à l'heure, je l'ai saisi avec un tout petit peu de retard, c'est Sancho Panza. Et vous écrivez « J'ai de la sympathie compassionnelle pour Don Quichotte. » Alors, je vous l'ai fait dire quand même que c'était pas un salaud, Don Quichotte. Hein. Donc vous avez de la sympathie, et puis c'est un malheureux, en effet. Il se fait rouer de coups en permanence, il tombe dans la boue, enfin, il lui arrive que des malheurs. Par sa faute, direz-vous, mais enfin, parce qu'il est dans la dénégation, direz-vous. Mais vous avez de la sympathie compassionnelle pour Don Quichotte, mais une grande affection pour Sancho. Et alors Sancho, vous en faites l'incarnation de l'hédonisme, c'est votre spécialité, l'hédonisme, de l'épicurisme. Et est-ce qu'on peut dire cela de Sancho Panza? Je veux dire, est-ce que, quand même, vous êtes le philosophe de l'hédonisme? Vous savez bien qu'il faut un certain recul par rapport à la jouissance immédiate. Il est dans l'immédiateté, Sancho Panza. C'est un ventre. Une panse, vous l'avez rappelé, bon, c'est pour lui le plaisir est un plaisir qui ne passe pas par alors qu'il passe par aucun cerveau, peut-être un peu, mais pas par le cerveau reptilien. Autrement dit, l'hédonisme et l'épicurisme, ça exige par rapport au réel un certain recul, une certaine prise en compte du réel, une certaine élaboration philosophique du réel. Est-ce qu'on peut dire de Sancho Panza, qui est un peu le pourceau d'Épicure, justement, est-ce qu'on peut dire que c'est un épicurien ou un hédoniste? Oui, c'en est un. Alors bon, je ne peux pas imaginer que le Don Quichotte qui renvoie au fromage, enfin il y a une espèce de plaisanterie dans l'étymologie de Don Quichotte. Dans Sancho Panza aussi, ça renvoie à la panse, au ventre. Mais, mon cher Jean-Marie, le ventre pense.
Et la pensée est une pensée. C'est-à-dire que j'ai découvert récemment un article très intéressant qui montrait que toute l'innervation du ventre fonctionnait comme un second cerveau, comme un autre cerveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cerveau que dans le